elles entraient dans cet appartement avec des rêves. Des rêves trop grands pour leur réalité. Et pourtant, dès qu'elles franchissaient le seuil, tout semblait possible, la climatisation parfumée, les murs blancs comme l'ivoire, le dressing rempli de marques que leur mère n'aurait jamais pu prononcer. C'était l'appartement numéro 7, à Dubaï. Un lieu aussi lumineux que silencieux, où l'on t'offrait le luxe sans jamais te demander ce que tu étais prête à perdre. La femme qui ouvrait cette porte, c'était Naila. Une Ivoirienne à la peau dorée, au sourire doux, mais au regard impossible à lire. À 24 ans, elle était l'influenceuse rêvée, celle que les autres appelaient « Tonton Naila » tant elle partageait. Billets d'avion, soins esthétiques, bijoux, hébergement gratuit. Celles qu'elle choisissait, elle les emmenait avec elle, sans rien demander. Du moins, pas tout de suite. Mais ce que personne n'osait dire, c'est que toutes ces filles, ou presque, finissaient par disparaître. Certaines rentraient en Afrique et mouraient dans leur sommeil. D'autres perdaient l'esprit. Même un membre de sa propre famille a été retrouvé sans vie. Et pourtant, Naila, elle, restait intacte. Plus riche. Plus influente. Plus isolée. Certains disaient que c'était la jalousie. D'autres, qu'elle était protégée. Mais personne ne savait vraiment. Jusqu'au jour où une autre fille est entrée dans cet appartement. Une fille différente. Une fille qui priait. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce qu'il y a une règle que beaucoup oublient, quand le mal prend racine dans un lieu, ce n'est pas toujours la personne qu'il veut. Parfois, il attend celle qui pense pouvoir le purifier. Et vous, si on vous proposait le confort éternel, dans un appartement comme celui-ci, accepteriez-vous, sans poser de questions? Elle avait 19 ans et la peau trop belle pour passer inaperçue dans les ruelles poussiéreuses d'Abobo. Son prénom, c'était Naila. Mais dans le quartier, on l'appelait la fille silencieuse. Pas parce qu'elle ne parlait pas, non. Mais parce que dans ses yeux, on voyait quelque chose d'étouffé. Une envie, une rage, peut-être une malédiction. Elle n'était pas comme les autres filles du coin. Elle ne dansait pas aux anniversaires, elle ne suivait pas les directs sur Facebook, elle passait son temps à effacer des taches imaginaires sur ses baskets, comme si la saleté du quartier pouvait la contaminer de l'intérieur. Chez elle, c'était pire. Une mère surmenée qui priait trop pour ce que Dieu donnait, un père effacé, malade depuis trop longtemps, et 2 petits frères qu'elle devait nourrir avec les quelques pièces gagnées à vendre des beignets devant le lycée. La nuit, elle scrollait Instagram jusqu'à ne plus sentir ses doigts. Les autres avaient des montres, des lèvres repulpées, des piscines en stories. Elle avait la lumière bleue de l'écran, et ce bruit de ventilateur qui raclait les murs de sa chambre. Un soir, quelque chose a changé. Ce n'était pas un grand événement. Juste un rêve. Naila s'est réveillée en sursaut, le cœur battant. Elle avait vu une porte. Une immense porte blanche, dans un désert silencieux. Derrière, une voix. Pas un mot, juste une vibration. Une sensation de paix et de vertige à la fois. Elle n'en a parlé à personne. Mais à partir de là, elle n'était plus là. Elle vendait toujours ses beignets, mais ses yeux n'étaient plus dans la rue. Ils étaient ailleurs. Elle a commencé à se détacher. À ne plus répondre aux messages. À éviter ses copines. Une voisine lui a même dit, « Naila, fais attention à ton esprit. Tu sembles partir sans bouger. » Elle a souri. Froidement. Comme si la phrase venait trop tard. 2 semaines plus tard, un inconnu lui a écrit. Un compte sans photo, sans nom. Tu veux vraiment changer de vie? Elle a répondu, oui. Un billet électronique est arrivé dans sa boîte mail, avec un visa et un hôtel réservé à Dubaï pour 3 nuits. Le lendemain, elle a dit à sa mère qu'elle partait chez une cousine à Bouaké. Puis elle a disparu. Presque un an plus tard, son compte Instagram a repris vie. Aucun message, aucun avertissement. Juste une photo. Naila, debout sur le pont d'un yacht à Dubaï. Sa peau semblait plus claire, ses hanches plus fines, son nez redessiné. Mais c'était bien elle. Même regard fixe. Même silence dans les yeux. Elle portait une robe moulante qui scintillait au soleil, et à son poignet brillait une montre que même les hommes les plus riches du quartier n'avaient jamais vue de près. Les gens à Abidjan ont d'abord cru à un montage.
Une arnaque. Mais les stories ont suivi. Les voyages. Les hôtels 5 étoiles. Les shootings. Naila n'expliquait rien. Elle montrait. Et dans ces silences, les gens projetaient leurs fantasmes. Les plus jeunes l'admiraient, les plus vieux murmuraient son nom avec peur. Elle a trouvé quelque chose là-bas, mais ce n'est pas gratuit. Elle ne répondait pas aux messages. Même pas à ceux de ses cousines. Seul son petit frère recevait de temps en temps un transfert d'argent, sans explication. Elle n'a jamais appelé sa mère. Pas une fois. Sur ses photos, elle souriait. Mais jamais avec les dents. Et jamais avec les yeux. Ses stories montraient des plats trop beaux pour être mangés, des plages trop calmes pour être naturelles, des chambres d'hôtel si silencieuses qu'on avait l'impression qu'elles retenaient leur souffle. Et toujours, au fond de ces vidéos, un détail que peu remarquaient, un miroir. Différent à chaque fois, mais toujours là. Comme s'il la suivait. Au quartier, certains disaient qu'elle avait rencontré un blanc. D'autres parlaient d'un mariage caché avec un prince arabe. Mais une rumeur plus sale circulait, comme une brume qu'on n'arrivait pas à dissiper, elle a dû donner quelque chose. Personne ne devient comme ça sans perdre un morceau de soi. Un jour, un ancien camarade de classe l'a croisée brièvement à Dubaï. Il l'a reconnue, a crié son nom. Elle s'est retournée lentement, l'a regardé, puis a souri. Mais pas un mot. Comme si elle avait oublié qu'elle venait d'ici. Comme si elle avait tout effacé. Ou pire, comme si elle avait été effacée. À 22 ans, Naila n'était plus seulement une influenceuse. Elle était devenue une légende discrète. Celle dont personne ne comprenait vraiment la source de richesse. Celle qui ne parlait jamais de business, mais qui n'avait jamais l'air de manquer de rien. Une montre par semaine. Un vol privé pour respirer. Des partenariats qui ne disaient jamais leur nom. Et puis, elle a commencé à tendre la main. D'abord à une fille de son quartier, Aïssatou. Une jeune Ivoirienne douce, jolie, qui rêvait aussi de changer de vie. Naila l'a contactée en privé, viens passer une semaine ici. Je t'offre tout. Aïssatou a hésité. Puis accepté. Elle est arrivée à Dubaï, logée directement dans un appartement sobre et luxueux, à la climatisation constante, situé dans une résidence presque vide. L'appartement numéro 7. Naila l'a gâté. Extension capillaire, séance d'esthétique, restaurant, photo pro. Aïssatou a même reçu un iPhone dernier cri, offert sans raison. Une semaine plus tard, elle est rentrée à Abidjan, le cœur gonflé d'espoir, les bras chargés de cadeaux. Et 3 jours après, elle est morte. Dans son sommeil. Autopsie, arrêt cardiaque. Aucune drogue, aucun choc, aucun signe. La nouvelle a traversé le quartier comme un poison lent. Mais Naila, elle, n'a pas réagi. Pas un mot. Pas une larme. 2 semaines après, elle faisait venir une autre fille. Puis une 3e. À chaque fois, même scénario, luxe, transformation, retour au pays, et silence éternel. Certaines familles ont commencé à murmurer. C'est elle. C'est cette fille. Elle donne du poison, elle prend leur destin. Mais personne n'osait vraiment l'accuser. Dubaï, c'est loin. Et quand tu reçois de l'argent tous les mois, tu te tais. Naila, elle, continuait de poster. Plus souriante. Plus distante. Mais dans ses vidéos, on commençait à remarquer autre chose, l'appartement. Toujours le même. Toujours aussi immobile. Et un objet qui revenait en boucle, un miroir ancien, ovale, accroché dans le salon. Comme un témoin silencieux. Comme un œil. Une nuit, une de ses invitées a écrit à une amie, il y a des choses que je ne comprends pas ici. La nuit, je me sens observée. Et ce miroir, il change de place. Le message a été lu. Mais jamais répondu. Le lendemain, la fille était introuvable. Il y avait ce qu'elle choisissait. Il y avait ce qu'elle ne pouvait pas refuser. Comme son petit frère, Malik. 18 ans. Rêveur, ambitieux, collé à son téléphone comme s'il y cherchait sa place dans le monde. Quand il a fini le lycée, Naila lui a proposé de venir passer quelques jours à Dubaï.
Et tu mérites une vraie pause, lui avait-elle écrit. Un simple message vocal, calme, presque tendre. Il avait accepté aussitôt. Malik est arrivé à l'aéroport comme un roi sans royaume. Elle l'a logé dans le même appartement. Le 7. Naila n'y dormait plus depuis quelque temps. Elle disait que c'était pour lui laisser de l'espace. Mais en réalité, elle passait ses nuits ailleurs. Personne ne savait où. Elle apparaissait le matin, parfaitement maquillée, comme si la nuit ne la touchait plus. Pendant les premiers jours, Malik était heureux. Il filmait tout. Il appelait sa mère, riait, pleurait même de gratitude. Et Naila, c'est un ange. Elle m'a sauvée. Et puis, au 5e jour, ses appels se sont faits plus rares. Il ne répondait plus tout de suite. Il semblait fatigué. Parfois confus. Je dors mal, disait-il. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde quand je ferme les yeux. Le 7e jour, on l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel proche de l'appartement. Un hôtel qu'il avait loué seul, la veille. Comme s'il avait voulu fuir. L'autopsie parlait encore d'un arrêt cardiaque. Aucune trace de substance. Aucune explication rationnelle. Sa mère s'est effondrée. Le quartier a hurlé de douleur. Mais Naila, elle. Naila n'a pas pleuré. Elle a posté une photo noire, sans légende. Puis le silence. 3 jours plus tard, elle apparaissait en une d'un magazine digital. Partenaire d'une marque de luxe. Montrant diamant. Yeux vides. Voix parfaite. Son influence montait. Elle ne marchait plus, elle flottait. Des agences lui proposaient des deals dont rêveraient des célébrités. Mais elle restait solitaire. Intouchable. Et derrière chaque nouvelle signature, il y avait une tension. Comme si le contrat était signé avec autre chose que de l'encre. Le miroir, lui, n'avait pas bougé. Toujours dans le salon. Toujours là, dans l'ombre de ses stories. Certains disaient même avoir vu des choses dans son reflet. Des ombres, des visages. D'autres juraient avoir entendu un rire léger, presque moqueur, en fond sonore d'une de ses vidéos. Mais quand on écoutait à nouveau, il n'y avait rien. Ou peut-être que c'était ça, justement, le vrai danger, c'était le rien. L'appartement numéro 7 était trop calme pour être réel. D'extérieur, il ressemblait à tous les autres, murs beige, bail vitré, mobilier luxueux et moderne. Un espace sans défaut, sans vie. Mais ceux qui y avaient mis les pieds parlaient d'un silence particulier. Un silence dense. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le sol ne grinçait jamais. Même les volets électriques semblaient glisser sans bruit. Tout était lisse, parfaitement organisé. Et pourtant, une tension flottait, invisible mais constante. Les invités de Naila s'installaient sur les canapés blancs, posaient leurs sacs sur les tables en verre, mais aucune ne restait vraiment détendue. Quelque chose d'indéfinissable pesait sur leurs épaules. Un étage en dessous, une voisine nigériane avait remarqué des choses. Elle vivait seule, à l'appartement 5. Un soir, en remontant d'un appel nocturne, elle avait entendu des murmures derrière la porte de Naila. Pas une dispute. Pas une voix humaine. Juste, des syllabes répétées, étouffées, presque anciennes. Elle avait collé l'oreille. Puis elle avait reculé. Une peur glaciale, instinctive. Comme si son corps savait quelque chose que son esprit refusait encore. Elle avait voulu en parler au gardien. Mais quand elle a prononcé le mot « murmure », il a baissé les yeux. Et dit simplement « Elle paie bien ». À l'intérieur de l'appartement, le seul objet que Naila ne changeait jamais, c'était ce miroir. Ovale, ancien, cerclé de métal noir mat. Il n'était jamais à la même place. Parfois dans le salon. Parfois dans la chambre. Une fois, une invitée l'a vu posé à plat, au sol, comme si quelqu'un l'avait déplacé pendant la nuit. Elle a voulu le ranger. Mais quand ses doigts ont frôlé le cadre, elle a ressenti un froid profond, sec, comme une morsure silencieuse. Le miroir ne montrait jamais exactement ce qu'il devait. Il y avait toujours un léger décalage. Une lumière en plus. Un reflet de trop. Un regard qui ne venait pas du bon angle.
Les filles qui passaient par l'appartement évitaient de le fixer trop longtemps. Par instinct. Ou par superstition. Mais elle sentait qu'il valait mieux ne pas trop s'y regarder. Un jour, Naila elle-même s'est arrêtée devant. Longtemps. Immobile. Ses lèvres remuaient. Comme si elle répétait un texte. Ou répondait à quelqu'un. Puis elle a fermé les yeux, et murmuré, « Pas cette fois ». Mais elle ne savait pas encore que ce genre de pacte ne se refuse jamais deux fois. Elle avait cru pouvoir contrôler le rythme. Une fille par an. Un corps, une offrande, et en échange, la tranquillité. Mais cette année-là, les cauchemars ont commencé plus tôt. Naila ne dormait plus vraiment. Elle s'allongeait, fermait les yeux, mais son esprit restait suspendu quelque part entre le plafond et son propre souffle. Et quand le sommeil la prenait enfin, il l'emportait toujours dans le même endroit, un désert noir, sans horizon, où une silhouette l'attendait. Une femme, toujours masquée. Drapée d'un tissu rouge qui ne touchait jamais le sol. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Mais dès que Naila s'approchait, la terre tremblait légèrement, comme un avertissement. Et derrière elle, il y avait toujours ce miroir, posé en équilibre sur rien, sans reflet. Vide. Froid. Les premières fois, Naila se réveillait en sueur, haletante. Mais très vite, elle a arrêté de réagir. Le rituel revenait chaque nuit, et elle s'y laissait glisser, comme on s'habitue à une prison invisible. Ce n'était plus un cauchemar. C'était un rappel. Le jour, elle faisait bonne figure. Collaboration, shooting, brunch avec d'autres influenceuses. Mais son regard se vidait. Elle parlait moins. Elle fixait les objets. Une fois, une assistante l'a surprise à regarder un bol vide pendant plus de 10 minutes, immobile. Naila sentait que l'échéance approchait. Chaque année, à la même période, elle devait donner. C'était le mot qu'ils avaient utilisé lors de la cérémonie. Donner. Pas tuer. Pas choisir. Juste ouvrir une porte. Elle s'en souvenait maintenant. C'était flou, mais des images revenaient, un cercle de sel, une langue étrangère, des mains froides posées sur sa nuque. Une bougie qui ne fondait pas. Et cette voix, grave et lente, chaque année, un cœur connu. Sinon, tu perdras tout. Elle avait signé. Pas un papier. Pas une trace. Mais elle avait accepté. Elle avait prononcé son nom. Elle avait même proposé la première. Une fille qu'elle n'aimait pas, à l'époque. Une jalouse, disait-elle. Aujourd'hui, elle ne se souvenait plus de son visage. Juste de son cri. Alors Naila attendait. Elle avait déjà une idée. Une autre invitée. Une future influenceuse. Une fille repérée sur les réseaux. Mais quelque chose en elle résistait cette fois. Pas par bonté. Pas par remords. Par fatigue. Elle était lasse de compter les morts. Mais l'ombre dans le miroir, elle, n'attendait pas. Elle s'impatientait. Et à chaque nuit, elle murmurait plus fort. Comme pour lui rappeler, tu as eu ton diamant. Tu as eu ton silence. Il est temps de payer. Elle s'appelait Sarah. 20 ans. Congolaise. La peau sombre, les yeux profonds, la voix douce. Elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas d'ambition de star. Elle vivait avec sa tante à Kinshasa, aidait dans une église, postait rarement sur les réseaux. Elle n'avait rien demandé. C'est une amie commune, une ex-invitée de Naila, qui l'avait recommandée. Elle est propre. Discrète. Belle. Spirituelle. Naila avait levé un sourcil. Spirituelle? Puis elle avait souri. Parfait. Le billet a été envoyé. Classe économique. Zéro pression. Juste une invitation douce. Viens passer quelques jours ici. Tu en as besoin. Sarah, méfiante, avait prié 3 nuits avant de dire oui. Puis elle était montée dans l'avion, une Bible dans son sac et un pressentiment dans le ventre. Quand Naila l'a accueillie à l'aéroport, elle l'a d'abord trouvée étrange. Pas mal habillée. Pas timide. Juste, calme. Trop calme. Elle ne semblait pas impressionnée.
Même pas devant la voiture avec chauffeur, ni devant les tours de verre qui léchaient le ciel. Sarah regardait tout avec ce regard de ceux qui savent que le vrai luxe, c'est la paix intérieure. Naila, elle, souriait plus que d'habitude. Elle parlait doucement, presque lentement. Elle présentait l'appartement comme on présente une scène. Ici, tu dors. Là, tu manges. Là, tu te détends. Prends tout ce que tu veux. Mais Sarah, en entrant dans le set, a senti un courant d'air. Un vide. Une odeur imperceptible, comme de la cire brûlée. Elle n'a rien dit. Elle a simplement posé son sac et fait une prière silencieuse en regardant la fenêtre. Naila, à ce moment-là, a frissonné. Sans raison apparente. Les jours suivants, Sarah observait. Elle ne touchait presque pas aux vêtements de luxe qu'on lui proposait. Elle aidait à ranger, priait le matin et ne posait aucune question. Mais chaque nuit, elle se réveillait à la même heure. 3 heures. Toujours. Avec cette impression qu'un souffle froid passait sur son front. Et ce miroir, au fond du couloir, semblait la regarder. Un matin, Sarah s'est levée avant Naila. Elle est entrée dans le salon, pieds nus. Le miroir était posé contre le mur, incliné. Et dedans, brièvement, elle a cru voir un visage. Pas le sien. Quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre. Elle a reculé. Puis elle a prié. Un psaume entier, les yeux fermés. Dans la chambre, Naila s'est réveillée en sursaut, haletante, les mains tremblantes. Comme si une alarme invisible venait de sonner dans ses veines. Les choses ont commencé à bouger sans bruit. Des objets déplacés. Des lumières allumées qu'on avait pourtant éteintes. Un verre d'eau qui se retrouve à moitié plein sur une table vide. Sarah ne disait rien. Elle notait. Elle priait. Parfois, elle chantait doucement des cantiques congolais en rangeant la cuisine, comme pour créer une barrière invisible. Naila, elle, devenait de plus en plus nerveuse. Elle fumait en cachette. Elle parlait seule. Et surtout, elle évitait de croiser le regard de Sarah. Une nuit, l'ambiance a changé. Ce n'était plus seulement des ombres. C'était une présence. Lourde. Active. Le sol vibrait doucement par moments, comme si quelque chose respirait dans les murs. Sarah s'est réveillée à 3 heures encore, le cœur battant. Mais cette fois, elle n'était pas seule éveillée. Elle a entendu un murmure. Une voix, dans le salon. Elle a ouvert doucement la porte. Et ce qu'elle a vu l'a figée. Naila était debout, nue, devant le miroir. Ses bras étaient tendus, légèrement tremblants. Autour d'elle, des bougies rouges posées directement sur le sol de marbre. Et sur le miroir, avec ce qui ressemblait à du sang séché, un mot en lettres tordues, rendre. Elle ne parlait pas. Elle murmurait. Comme si elle récitait un verset inversé, un texte qui n'appartenait à aucune langue connue. Ses yeux étaient ouverts, mais absents. Et dans le reflet du miroir, Sarah a vu un détail impossible, Naila ne bougeait pas, mais son reflet, si. Le reflet levait lentement la tête vers elle. Vers Sarah. Directement. Leurs regards se sont croisés à travers la glace, et pendant une seconde, elle a senti une vague de froid monter le long de sa colonne. Un froid pas physique. Un froid ancien. Spirituel. Sarah a reculé, lentement. Elle a refermé la porte sans un bruit. Puis elle s'est réfugiée dans la salle de bain, a ouvert la Bible sur le carrelage, et a prié pendant 40 minutes sans s'arrêter. Quand elle est ressortie, le salon était vide. Les bougies avaient fondu. Le miroir avait été recouvert d'un drap noir. Le lendemain matin, Naila préparait le petit déjeuner. Comme si de rien n'était. Elle souriait même. « Tu veux du jus ?» avait-elle demandé. Sarah n'a pas répondu. Elle a juste observé sa main trembler légèrement en versant. Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'était pas simplement dans un appartement maudit. Elle était au centre d'un marché ancien. Et que Naila n'était peut-être plus la seule à être impliquée. Elle a craqué un soir de trop. Naila, la femme de glace, l'influenceuse impénétrable, s'est assise sur le bord du lit de Sarah, en silence.
Les yeux rouges, sans maquillage, sans filtre. Elle avait à la main un foulard noir, qu'elle serrait nerveusement. Elle a attendu que Sarah pose son téléphone, puis elle a soufflé, « Je vais te dire un truc. Tu dois m'écouter jusqu'au bout. Même si tu veux partir après, je comprendrai. » Sarah ne répondait pas. Elle observait simplement. Le silence de quelqu'un qui sait que la vérité n'est jamais gratuite. Je n'ai jamais vendu mon corps. Pas une fois. J'ai vendu autre chose. Quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose que même Dieu ne peut récupérer. Naila a regardé le plafond, comme si les mots venaient de là-haut. Quand je suis arrivée ici, j'étais seule. Personne ne voulait de moi. Pas même les agences. Et puis, une femme m'a repérée dans un centre commercial. Elle était habillée en noir. Elle m'a tendu une carte sans rien dire. Il y avait juste un symbole. Et un numéro. Elle a souri, mais un sourire triste. J'ai appelé. Ils m'ont reçu dans un sous-sol. Très propre. Très froid. Ils m'ont demandé ce que je voulais. J'ai dit, je veux que mon nom vaille plus que mon visage. Elle s'est tue un instant. Sarah ne bougeait pas. Naila a continué, plus lentement, ils m'ont dit que pour garder la prospérité, je devais donner. Une vie, chaque année. Pas un inconnu. Quelqu'un de proche. Quelqu'un que j'avais aimé, ou au moins touché. Ils appellent ça un échange affectif. C'est ça leur force. Ils ne prennent pas au hasard. Ils prennent là où ça fait mal. Sarah a fermé les yeux. Un souffle court. Le genre de respiration qu'on retient pour ne pas laisser sortir un cri. Je les ai tous donnés, Sarah. Je te jure. Aïssatou. Marem. Même Malik. Mon frère. J'ai pas voulu. Mais j'ai compris trop tard. Le contrat, il ne me demande pas mon avis. Il me suit. Il prend ce qu'il veut. Naila s'est mise à pleurer, doucement. Les larmes coulaient sans bruit, comme si elle n'avait plus de goût. Cette année, c'est toi. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Je croyais pouvoir t'offrir. Te préparer. T'adoucir. Mais j'y arrive pas. Sarah n'a rien dit. Elle a juste pris sa Bible, l'a posée sur ses genoux, et a demandé calmement, « Et si je ne me laisse pas faire ?» Naila a tremblé. Puis elle a murmuré, « Alors ils prendront les deux. » Sarah n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste posé la Bible sur la table basse et s'est mise à genoux, sans un mot. Naila l'observait, assise sur le canapé, les mains entre les jambes, comme une enfant prise en faute. « Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser faire ?» avait-elle soufflé, presque triste. Mais Sarah ne répondait pas. Elle priait. D'une voix lente, profonde, presque inaudible. Pas une prière d'urgence. Une prière de conviction. Pas contre Naila. Contre ceux qu'il y avait autour. Contre ceux qui écoutaient derrière les murs. Les heures ont passé. L'appartement est devenu plus froid. Comme si la climatisation s'était figée sur un niveau glacial sans explication. Les lumières clignotaient légèrement. L'eau des robinets s'est mise à couler toute seule, brièvement, avant de s'arrêter. Naila restait figée. Les yeux dans le vide. Elle n'osait plus parler. Le miroir, lui, n'était plus là. Il avait disparu. Sarah, après plusieurs heures de prière, s'est enfermée dans sa chambre. Elle a bloqué la porte avec une chaise, puis a laissé tourner un cantique en boucle depuis son téléphone. Elle n'a pas fermé l'œil. Pas par peur. Par lucidité. À l'aube, elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain. Et elle a vu les marques. 3 lignes noires, fines, tracées sur sa nuque. Aucune douleur. Aucun souvenir. Juste la certitude que quelque chose avait essayé de la marquer. Elle n'a rien dit à Naila. Elle a juste enfilé une robe longue, et demandé à parler à un pasteur par appel vidéo. Un vieux contact. Quelqu'un qui priait dans le secret. Elle a exposé brièvement la situation. Le pasteur a écouté en silence. Puis il a dit, « Tu n'es pas là par hasard. Tu es la ligne entre deux mondes.
Mais tu dois comprendre, les pactes n'ont pas de porte de sortie. Ils ont des prolongements. Le soir venu, l'appartement a commencé à vibrer doucement. Les murs transpiraient une humidité étrange. Des bruits survenaient du plafond, comme des pas, mais au ralenti. Sarah lisait des psaumes à voix haute. Naïla s'était enfermée dans la cuisine. Elle répétait en boucle, « Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. » Et puis, à 3 heures du matin, une alarme s'est déclenchée. Sans raison. Pas celle de l'immeuble. Celle de l'intérieur. Un bruit strident, intérieur, perçant, comme si c'était l'âme de l'appartement qui hurlait. Sarah s'est levée d'un bond. Et cette fois, elle a compris. Ils savaient. Ils étaient là. Et ils n'étaient pas contents. Elle n'a prévenu personne. Pas même Sarah. Naïla a attendu que la nuit tombe, puis elle a quitté l'appartement avec une grande valise noire, sans maquillage, sans perruque, sans parfum. Elle avait loué un 4x4, pris de l'eau bénite dans un flacon volé dans une chapelle, et un collier ancien qu'elle avait reçu lors de la toute première cérémonie. Elle roulait vers le désert. Dubaï, la ville des Lumières, s'effaçait peu à peu dans son rétroviseur. La route devenait poussière, puis sable. Elle s'enfonçait dans le silence. Seule. Dans la valise, il y avait une jeune fille. Drogue légère, promesse d'un shooting photo. Une influenceuse en devenir. Naïla n'avait même pas retenu son prénom. Elle l'avait choisi parce qu'elle était neutre. Inconnue. Loin de sa vie. Une tentative désespérée pour contourner la règle. Elle a atteint le point de rendez-vous vers 2h40. Un cercle de pierre tracé à même le sol, délimité par 8 bougies noires. C'était là que les anciens pactes se rejouaient. Un membre de la loge était déjà là. Une silhouette voilée, sans visage. Aucune parole. Juste un hochement de tête. Naïla a posé la fille inconsciente au centre du cercle. Puis elle a prononcé les mots qu'on lui avait appris. Des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle sentait brûler dans sa gorge. Le vent s'est levé d'un coup. Les bougies se sont mises à trembler. Le sable a commencé à tourner lentement, comme dans un sablier géant. C'était le signe. Quelqu'un ou quelque chose arrivait. Mais le feu ne s'est pas levé. Le cercle est resté froid. Le sable a cessé de tourner. Et dans le silence, la voix est tombée. Une voix que Naïla n'avait pas entendue depuis des années. Grave. Lente. Inhumaine. Tu as signé avec le sang. Tu offres l'ombre d'un cœur étranger. Nous voulons la lumière de celui qui bat près de toi. Naïla est tombée à genoux. Elle a crié. Supplié. Prenez-la. Elle ne me connaît pas. Elle ne compte pas. Mais la silhouette a levé un doigt. Un seul. Et Naïla a senti son propre cœur se comprimer, comme une main invisible qui serrait, lentement. Le collier autour de son cou s'est mis à brûler. Elle a arraché les boucles d'oreilles, griffé son propre visage. Mais rien ne répondait. Le pacte refusait. Le rituel échouait. Et alors, le cercle a parlé une dernière fois, cette année, c'est toi. Au même moment, dans l'appartement numéro 7, Sarah était en transe. Pas une transe agitée. Une transe calme. Elle priait depuis plus de 2 heures. Assise à même le sol, dos au miroir recouvert, mains jointes, lèvres remuantes. Le cantique tournait en boucle, mais elle ne l'écoutait plus. Elle avait fermé les yeux. Elle ne dormait pas. Elle voyait. Elle a senti le vent. Alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Un souffle sec, chaud, venu de nulle part. Et puis un vertige. Une image s'est imposée dans son esprit, Naïla, à genoux dans le sable, hurlant dans le noir. Sarah a compris. Elle savait que c'était en train de se jouer. Que le pacte était en marche, là-bas, dans un lieu que seuls les esprits connaissent vraiment. Elle a intensifié sa prière. Sa voix a changé de rythme, est devenue plus ferme, plus lourde. Une autorité étrange s'est dégagée d'elle. Pas de peur. Une position. Comme si elle prenait la parole dans un tribunal invisible. Dans le désert, Naïla tremblait.
Le cercle s'était refermé. Le sable s'était mis à monter autour d'elle comme une tornade lente. La silhouette voilée avait disparu, mais le ciel entier semblait la regarder. Elle hurlait, griffait le sol, appelait Sarah dans un dernier réflexe. « Aide-moi! Aide-moi !» Et soudain, une lumière. Brève. Comme un flash. Le vent s'est arrêté. Le silence est tombé. Et Naïla a levé les yeux. Devant elle, au centre du cercle, une forme humaine sans visage. Et dans ses mains, un miroir. Le même. Celui de l'appartement. Mais cette fois, le reflet n'était pas le sien. C'était celui de Sarah. Elle a compris. Un cri a déchiré la nuit. Un cri non humain. Et Naïla a été projetée en arrière, absorbée dans le sable comme si la terre l'avalait d'un coup, les bras tendus vers le ciel. Puis, plus rien. Juste le collier noir tombé sur le sol. Et une tache sombre qui fumait légèrement. Dans l'appartement, Sarah a ouvert les yeux. Son souffle était court. Son front trempé. Et dans sa main droite, fermée sans qu'elle ne sache pourquoi, un bijou. Un bracelet Cartier, couvert de sang coagulé. Elle l'a lâché d'un geste. Il est tombé sur le carrelage dans un bruit métallique. Et elle a compris. Le pacte avait été perturbé. Mais pas brisé. Pendant quelques jours, le silence a eu un goût de victoire. L'appartement numéro 7, vidé de Naïla, semblait respirer à nouveau. Sarah y restait seule. Elle nettoyait, priait, chantait parfois. Elle ouvrait les fenêtres, laissait entrer la lumière, faisait brûler de l'encens. Le miroir, elle l'avait recouvert d'un drap blanc et retourné contre le mur. Elle n'osait pas le briser. Quelque chose en elle savait que ce n'était pas un simple objet. Elle s'était dit, c'est fini. Les messages de Dubaï ont recommencé à affluer. Des propositions. Des agences. Des collaborations. On a vu ton profil. Tu es magnifique. Elle refusait. Poliment. Mais les mais revenaient, avec plus d'insistance. Puis un appel vidéo. Une femme, très professionnelle. On veut t'accompagner. Tu as un aura naturel. On voit de la force en toi. Sarah ne comprenait pas. Elle n'avait rien posté depuis des semaines. Elle n'avait jamais cherché à être visible. Elle priait encore, mais l'énergie n'était plus la même. C'était comme prier dans une pièce pleine d'eau. Tout était plus lent. Plus lourd. Un matin, elle s'est levée et a trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, un contrat d'influence avec un montant à 6 chiffres. Aucun logo. Aucune explication. Juste un post-scriptum manuscrit, tu ne résistes pas à ce qui t'a déjà vu. Elle a voulu fuir. Elle a tenté de réserver un vol pour Kinshasa. Toutes les dates étaient bloquées. Pas pleines. Bloquées. L'erreur système, disait le site. Alors elle a prié. Plus fort. Elle a jeûné. 7 jours. Puis elle a rompu avec du pain sec et de l'eau. Elle croyait sentir une paix revenir. Jusqu'à ce qu'elle entre dans le salon, et que le miroir ne soit plus là. Pas déplacé. Disparu. Elle a cherché partout. Cuisine, chambre, salle de bain. Rien. Mais quand elle a ouvert la penderie, elle a trouvé, accrochée à un cintre, la robe rouge de Naïla. Immaculée. Repassée. Et sur la poche, une petite broche en forme de cercle fermé. Sarah a reculé. Mais quelque chose a attiré son regard. Sur la table basse, posé comme un oubli, un téléphone. Ce n'était pas le sien. Elle l'a allumé. Écran noir. Juste une vidéo. Naïla. Filmée dans le désert. Juste avant sa disparition. Elle parlait lentement. Le vent soufflait fort. Si tu regardes ça, c'est que j'ai perdu. Et que tu as hérité. Ce n'est pas toi qu'il voulait. C'est ton équilibre. Ta foi. Ta résistance. Ils ne peuvent plus se nourrir de moi. Alors ils t'ont choisi. Sarah a éteint l'écran. Elle n'a rien dit. Mais elle savait.
Ce n'était pas fini. C'était à peine le début. Elle voulait partir. Elle en avait la conviction profonde. Mais plus elle essayait, plus quelque chose ou quelqu'un glissait devant elle, des routes fermées, des dossiers incomplets, des erreurs de dernière minute. Une main invisible bloquait chaque sortie. Et puis un jour, une nouvelle agence l'a appelée. Très courtoise, très respectueuse. Pas de glamour tapa accent grave l'œil, pas de surenchère. Juste une promesse d'accompagnement discret, de contrat filtré, de protection. L'interlocuteur avait une voix douce, presque pastorale. Il a dit, vous méritez un cadre stable. Un lieu à vous. Vous êtes prête maintenant. Sarah a hésité. Longtemps. Elle a demandé un temps de prière. L'homme a dit, prenez tout le temps. Nous ne forçons rien. 2 jours plus tard, elle a accepté de visiter. Le bâtiment était dans un quartier résidentiel luxueux. Moderne. Calme. Le genre de lieu où les arbres semblent polis à la main. Une résidence sans bruit, sans enfants, sans odeur. Le concierge a souri, poli. On vous attendait. Elle a suivi un couloir silencieux. Ascenseur. 4e étage. Et là, sans qu'elle ait encore vu la porte, elle l'a senti. Numéro 7. Elle a hésité devant. Elle a fermé les yeux. Un verset lui est monté aux lèvres, mais elle ne l'a pas prononcé. Quelque chose en elle savait déjà que la foi n'arrêtait pas le destin. Elle le ralentissait. Le contournait. Mais jamais ne l'effaçait. La clé tournait facilement. Trop facilement. À l'intérieur, c'était parfait. Parquet brillant. Cuisine ouverte. Vue sur la ville. Mais aucun bruit. Aucun parfum. L'air, mort. Et sur le mur du salon, un tableau. Minimaliste. Un cercle noir fermé. Exactement le même symbole que sur la broche de Naïla. Sarah est entrée lentement. Elle a regardé autour. Une odeur de citron, ou peut-être de cire, flottait. Les murs semblaient plus hauts que la normale. Comme si la pièce voulait l'avaler. Elle a posé son sac. Avancé jusqu'à la chambre. Au centre du lit, parfaitement plié, reposait une enveloppe. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main. Bienvenue. Tu n'as rien demandé. Mais tu as été choisi. Ce n'est pas une punition. C'est une continuité. Protège l'endroit. Honore le cercle. Et tout te sera donné. Sarah a refermé les yeux. Une larme a coulé. Non pas de peur. De compréhension. Elle n'avait pas gagné. Elle avait été recyclée. Et dans le coin de la pièce, posé au sol, à moitié dans l'ombre, le miroir était de retour. Nu. Ouvert. Patient. Elle a tout essayé. La prière. Le jeûne. La fuite. Sarah avait encore cette lumière en elle, fragile mais vivante. Chaque matin, elle ouvrait les rideaux, laissait la lumière du soleil frapper les murs, comme si le mal ne pouvait survivre à la clarté. Elle chantait doucement, même si sa voix tremblait parfois. Elle ne touchait pas au miroir. Elle le contournait. Elle le recouvrait. Mais chaque nuit, le drap tombait seul. Elle ne sortait presque plus. Elle parlait peu. Elle répondait aux propositions de collaboration avec des « non merci » sans ouvrir les pièces jointes. L'agence continuait d'envoyer des cadeaux. Des vêtements à sa taille. Des produits avec son nom déjà inscrit. Une invitation à un événement exclusif. Elle déchirait tout. Jusqu'au jour où elle a reçu une simple carte. Blanche. Avec une date. Aucun lieu. Ce soir-là, une amie est venue lui rendre visite. Juste une connaissance de Kinshasa, de passage à Dubaï. Rien d'important. Une visite banale. Elle est restée 1 heure, on parlait un peu, on partageait du thé. Rien de surnaturel. Juste une conversation douce entre 2 femmes fatiguées. Le lendemain matin, l'amie a été retrouvée sans vie dans sa chambre d'hôtel. Aucune trace de violence. Aucun poison.
Juste un corps froid, endormi, et un mot, griffonné sur un morceau de papier dans sa main, cercle. Sarah n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée assise pendant des heures sur le sol de la cuisine, le dos contre le frigo, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle a compris. Ce n'était pas une question de choix. C'était un héritage. Et maintenant que le pacte avait été perturbé une fois, il ne demandait plus une offrande active. Il prenait. Elle n'avait rien fait. Elle avait juste ouvert sa porte. Souri. Offert du thé. Et le mal avait pris. À cet instant, elle a vu son reflet dans le micro-ondes en face d'elle. Juste un éclat. Une fraction de seconde. Mais ce n'était pas son regard. C'était un regard plus froid. Plus vide. Plus lointain. Elle s'est levée lentement. Elle est entrée dans la chambre. Le miroir n'était plus au sol. Il était accroché. Droit. Aligné parfaitement. Comme s'il attendait. Elle l'a fixé longuement. Le silence s'est refermé autour d'elle. Et elle a compris, elle n'était plus en train de résister. Elle était en train de basculer. Elle ne cherchait plus de sortie. Pas cette semaine. Pas ce jour-là. Sarah ne priait plus avec espoir, seulement avec mémoire. Comme on prie pour garder forme humaine. Elle vivait dans l'appartement comme une survivante, consciente que la paix était un masque. L'air y était plus épais. Le miroir, désormais accroché, ne la lâchait plus. Il reflétait parfois une pièce vide, alors qu'elle était dedans. D'autres fois, il montrait des gens derrière elle. Des gens absents. Elle ne parlait plus beaucoup. Juste des mots simples, amen. Merci. Je suis là. Un matin, on a frappé à la porte. Pas violemment. 3 coups précis. Presque amicaux. Elle a ouvert sans réfléchir. Il était là. Un garçon d'environ 17 ans. Regard intense. Visage calme. Trop calme. Il portait une chemise blanche, impeccable. Il ne regardait pas autour. Juste elle. « C'est toi, Sarah ?» a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête. Il a souri. Pas un sourire enfantin. Un sourire ancien. Chargé. Inexplicable. Il a tendu la main. Je suis le petit frère de Naila. Le monde s'est figé. Ce prénom, ce lien. Malik. Mort. C'était impossible. Ou peut-être pas. Elle a senti son sang se figer, puis couler à l'envers. Il a avancé doucement, sans invitation. Il est entré dans l'appartement. Il a fermé la porte. Sarah est restée immobile. Il s'est assis dans le salon, là où Naila s'asseyait avant. Il a regardé le miroir. Puis il a croisé les mains. Je suis là pour veiller. Le cercle continue. Tu fais bien ton rôle. Tu apprends vite. Sarah a senti ses jambes trembler. Mais pas de peur. De lucidité. Elle a compris. Le garçon n'était pas vraiment son frère. Il était l'héritier du lien. Le prolongement du pacte. L'observateur du rituel. Celui qui veille à ce que personne ne sorte. Il lui a tendu un petit paquet. Papier doré. Ruban rouge. Elle l'a ouvert. Un carnet. À l'intérieur, une seule phrase, ton tour de choisir approche. Et à cet instant, elle s'est vue. Dans le miroir. Mais ce n'était plus elle. C'était Naila, encore. Son visage. Son regard. Mais ce regard était en elle, maintenant. Sarah a souri. Faiblement. Le garçon s'est levé. Il a posé sa main sur l'épaule de Sarah. Il a soufflé doucement, tu ne peux pas les sauver. Mais tu peux leur offrir une belle mort. Et il est parti. Elle est restée seule. Assise. Droite. L'air calme. Le miroir renvoyait désormais une seule chose, le luxe figé. Le calme mortel. Et au loin, une nouvelle notification. Un nouveau message.
Une autre fille. Une nouvelle invitée. Il n'y a jamais eu de malédiction. Juste un cercle. Un cercle ancien. Une boucle qui se referme chaque fois qu'une femme pense pouvoir tout avoir sans perdre une part d'elle-même. Naila n'était ni un monstre, ni une victime. Elle était une offrande. Une pionne. Une signature vivante. Et aujourd'hui, Sarah l'est devenue à son tour. Pas par choix. Pas par faiblesse. Par transmission. La richesse? Elle vient. Elle inonde. Mais elle emporte tout. Le sommeil, la paix, la mémoire. À force de briller, on oublie que la lumière attire aussi ce qu'on ne voit pas. Le miroir, lui, n'a jamais menti. Il a juste reflété ce que les autres ne voulaient pas voir. Il n'a jamais trahi. Il a seulement attendu. Et maintenant, il attend encore. Car il y aura toujours une autre fille. Une autre invitée. Une autre âme pure à transformer. Et le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'on entend dans cet appartement. C'est ce qu'on n'entend plus. Les voix, les prières, les refus. Aujourd'hui, l'appartement numéro 7 est fermé. Propre. Vide, en apparence. Mais chaque année, un colis arrive. Un billet est envoyé. Et une porte s'ouvre. Toujours au même endroit. Dubaï. Résidence luxueuse. 4e étage. Boîte aux lettres sans nom. Appartement numéro 7. Alors, si vous recevez un message d'une belle femme, aimable, généreuse, qui vous propose un voyage tout frais payé, posez-vous une question simple. Pourquoi vous? Et si elle vous dit, tu verras, chez moi c'est calme, regardez bien autour de vous. Cherchez un miroir. Et surtout, ne vous y regardez pas trop longtemps.